Et si le seul endroit au monde capable de t'offrir la paix se trouvait déjà en toi, mais que tu n'avais jamais appris à y accéder? Arrête-toi un instant. Fais silence autour de toi. Désactive les notifications. Ferme les yeux une seconde. Inspire profondément. Maintenant, réponds avec une honnêteté brutale. Quand as-tu ressenti la paix pour la dernière fois? Pas une distraction, pas un soulagement, pas un engourdissement, mais une paix authentique. Si la réponse ne vient pas facilement, tu n'es pas seul. Nous vivons entourés de bruit, et le plus dangereux n'est pas celui qui hurle à l'extérieur, mais celui qui murmure à l'intérieur. Celui qui nous entraîne dans un cycle de stimulation, d'urgences fabriquées, d'attentes qui ne sont même pas les nôtres, mais que nous suivons comme s'il s'agissait de commandements divins. C'est là qu'intervient Marc Aurèle, empereur, général, homme de guerre. Et pourtant, paradoxalement, le plus grand défenseur de la paix intérieure que la philosophie occidentale ait jamais connue. Un homme qui commandait des armées, faisait face à des épidémies, des trahisons, des conspirations politiques, et qui pourtant, chaque jour, trouvait le temps de faire une chose que la plupart d'entre nous a oubliée, se retirer en soi-même. Et il a lui-même écrit « Nulle part tu ne peux aller où tu seras plus en paix, plus libre d'interruption que dans ton âme ». Ce n'est pas une jolie citation d'Instagram, c'est une stratégie de survie, en temps de crise, en temps de vacarme, en temps d'effondrement émotionnel. Et si cela était vrai à Rome, en l'an 170 après Jésus-Christ, imagine aujourd'hui en plein siècle où l'on confond productivité et identité. La paix pour Marc n'était pas l'absence de problème, c'était la présence de clarté. Un retour volontaire à cet espace silencieux, propre, stable, qui existe derrière les rideaux de l'ego, du désir, de la frustration. Un endroit qui, selon lui, est toujours accessible. Il suffit de choisir. Mais choisir est devenu un luxe dans notre monde. Quand as-tu réellement choisi ce que tu voulais faire de ta soirée pour la dernière fois? Quand ce n'était pas la fatigue, l'anxiété, la notification, l'algorithme ou l'évitement qui décidaient à ta place? Quand as-tu décidé de te reposer et non de juste t'effondrer sur ton lit, téléphone à la main? C'est ici que la philosophie cesse d'être un vieux texte et devient un outil vivant. Imagine la routine de Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de l'Empire, le plus puissant du monde. Il se levait tôt, dirigeait des troupes, répondait à des lettres de province en crise, voyait des citoyens mourir de la peste, débattait avec des sénateurs qui complotaient contre lui, assistait aux maladies de ses enfants, entendait les rumeurs de la cour. Et le soir, au lieu de plonger dans le vin, le luxe ou la distraction, il faisait l'inverse. Il se retirait, pas pour fuir le monde, mais pour se reconstruire, pour se rappeler qu'il n'était ni ses émotions, ni ses circonstances. Il était sa conscience. Et là, seul, avec une lampe à huile, un morceau de papyrus et un stylet de cire, il écrivait « Retire-toi pour consulter ton âme, puis retourne affronter ce qui t'attend ». Voilà le socle de toute sa philosophie pratique. Et c'est ce que nous faisons rarement aujourd'hui. Nous vivons en mode combat ou fuite, mais Marc faisait autre chose. Il créait un moment pour s'observer. Et n'est-il pas curieux de constater que plus la journée était difficile, plus ce rituel devenait vital? Il ne disait pas « je n'ai pas eu le temps aujourd'hui ». Il disait « aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de ce refuge ». Alors pose-toi la question, pourquoi n'as-tu pas cet espace aujourd'hui? Pourquoi ton esprit est-il devenu un champ de bataille? Pourquoi ta fatigue ne passe-t-elle pas, même après une nuit de sommeil? Pourquoi te sens-tu débordé, même en congé? Peut-être parce que ce que tu appelles repos n'est qu'une anesthésie. Aujourd'hui, notre routine du soir ressemble à une simulation de pause. Tu termines ta journée épuisée et, au lieu de te recueillir, tu cherches à te distraire. Réseaux sociaux, séries, musique forte, nourriture excessive, alcool, conversations superficielles. Tout cela pour éviter d'être seul avec ce que tu redoutes. Le silence, parce que le silence demande de la présence. Il te force à écouter ce que tu évitais, à repenser tes choix, à ressentir le poids des mots dits et de ceux que tu as retenus. Le silence n'est pas doux au début, mais c'est le seul endroit où tu peux te réparer. Marc Aurèle le savait.
Et il ne se contentait pas de le savoir, il le faisait chaque nuit. Il n'attendait pas une crise existentielle, il n'attendait pas les vacances, il n'attendait pas d'avoir le temps. Il créait le temps, parce que pour lui, le véritable repos n'était pas de ne rien faire, mais de se réorganiser de l'intérieur. Et cela nous mène à une question essentielle. As-tu peur de t'arrêter, de t'écouter, de faire face à ce qui existe en toi lorsque tout le reste se tait? N'est-ce pas étrange que l'on appelle routine du soir, quelque chose que l'on ne contrôle même plus? Elle se produit avec ou sans ton intention. Tu ouvres ton téléphone par automatisme. Tu lances une appli sans réfléchir. Tu cliques, tu consommes, tu réponds, tu partages, jusqu'à ce que ton corps s'éteigne. Mais ton esprit, lui, reste en alerte. Voilà pourquoi Marc insistait tant sur l'acte volontaire de se retirer. Se retirer n'est pas fuir. C'est protéger ce qui te maintient lucide. C'est cultiver la clarté au cœur du bruit. Et peut-être est-ce ce qui nous manque le plus aujourd'hui, la lucidité, la capacité de faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est parasite, entre ce qui est stimulation et ce qui est intrusion, entre ce qui est désir et ce qui est compulsion. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de santé mentale, mais nous restons enfermés dans un cycle d'hyperconnexion. Et Marc, il y a presque 2000 ans, avait déjà identifié ce qui nous détruit. Le manque de temps pour soi-même. Mais attention, il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit de survie. La nuit n'est pas la fin de la journée, c'est le début de la restauration. Et le monde moderne nous a volé cela. Mais Marc nous montre le chemin du retour. Un chemin qui commence quand nous décidons d'éteindre le monde et de nous écouter. Inspire profondément, ferme les yeux 3 secondes. Demande-toi, qu'est-ce qui, en moi, a besoin d'espace pour exister? Qu'est-ce qui, en moi, a été enterré par la hâte, l'urgence, la peur? Et si ce que je recherche le plus ne pouvait se trouver que dans le silence? C'est ici que commence le véritable voyage. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Marc Aurèle transformait ce silence en véritable bouclier contre l'épuisement du monde. Mais avant cela, une question dérangeante. Si tu es incapable de te déconnecter le soir, qui es-tu vraiment pendant la journée? As-tu déjà remarqué que nous terminons nos journées exactement comme nous les avons vécues? Pressés, épuisés, morcelés? Nous rentrons chez nous physiquement, mais notre esprit est encore coincé dans les réunions, les exigences, les comparaisons. Nous entrons dans la chambre et au lieu d'y trouver du repos, nous y apportons tout ce que nous aurions dû laisser dehors. Les notifications, les opinions des autres, les urgences fabriquées, les comparaisons infinies. Et puis on se demande pourquoi on n'arrive pas à se reposer. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne question. Peut-être devrions-nous plutôt demander comment se reposer dans un monde conçu pour nous maintenir éveillés à l'intérieur, même les yeux fermés. Marc Aurèle, empereur de Rome, faisait face à des dilemmes capables de changer le destin de nations entières. Et pourtant, à la fin de la journée, il savait exactement quoi faire, se déconnecter pour mieux se reconnecter. Et ce choix simple, volontaire, silencieux, presque invisible, était en réalité son acte de lucidité le plus puissant. Parce qu'il avait compris qu'on ne peut pas diriger le monde si l'on ne sait pas diriger son propre esprit. Il a écrit « Tu as le pouvoir de te retirer en toi-même chaque fois que tu le souhaites ». Mais est-ce vraiment le cas? Avons-nous encore ce pouvoir ou l'avons-nous déjà cédé sans le savoir, distraction après distraction, clic après clic? Aujourd'hui, tu ne diriges peut-être pas un empire, mais tu gères un agenda, un foyer, une famille, un corps fatigué, un esprit surchargé. Et malgré cela, tu continues à essayer de tout faire en même temps. Le résultat, une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, un stress qui ne se dissipe pas avec les loisirs, un vide que rien ne parvient à combler. On dit « je vais juste regarder une vidéo rapide ». Et 2 heures plus tard, on est encore là, à sauter de stimulus en stimulus, comme si on fuyait le silence, comme si c'était un ennemi. Mais le silence n'a jamais été l'ennemi. La vérité, c'est qu'on a juste peur de s'écouter soi-même.
Marc Aurèle n'avait pas Internet, mais il avait des guerres, des trahisons, des épidémies, des incertitudes, des tensions. Et pourtant, à la tombée de la nuit, il faisait ce que nous appelons aujourd'hui l'hygiène mentale. Il fermait les portes du monde, pas par haine, par sagesse. Car il savait que s'il ne filtrait pas ce qui entrait, il finirait par porter le poids de tous ceux qui l'entouraient. Et il ne voulait pas cela. Il voulait de la clarté, il voulait reprendre le contrôle. Et nous, aujourd'hui, notre nuit est une extension de la journée de travail, une continuation de l'anxiété, un champ de mine de bruit. Mais le problème ne vient pas seulement de la technologie, il vient du manque d'intention. Le problème, ce n'est pas le téléphone, c'est ce que tu en fais au moment précis où tu as le plus besoin de toi-même. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans ton lit, le visage éclairé par l'écran, ignorant ta propre fatigue, comme si cette notification était plus importante que ta santé mentale? Combien de fois es-tu entré dans ta chambre en espérant trouver le repos, pour en ressortir encore plus fragmenté? Et plus encore, combien de fois t'es-tu réveillé le lendemain sans même te souvenir de ce que tu avais consommé la veille au soir? La vérité, c'est que nous consommons plus de stimulation que notre cerveau ne peut en traiter, et nous appelons cela de la décompression. Mais Marc nous propose autre chose. Il propose une pause intentionnelle, un moment le soir, non pas pour fuir, mais pour revenir, pour respirer, pour s'observer, pour filtrer. Et cela commence par une décision simple mais puissante. Mettre tes appareils au lit avant toi. Fais l'essai. Éteins ton téléphone une demi-heure avant de te coucher. Laisse-le dans une autre pièce. Offre-toi le droit d'exister sans écran. Le monde ne va pas s'écrouler en 30 minutes. Mais peut-être que ton anxiété, elle, oui, à la place, essaie quelque chose de différent. Quelque chose que Marc approuverait. 5 minutes de méditation guidée. Un carnet pour écrire. Une musique instrumentale. Une bougie allumée. Un bain chaud en pleine conscience. Des choses simples, mais qui reconstruisent, qui nettoient l'esprit comme on balaie l'entrée de la maison avant d'aller dormir. Tu as remarqué que quand tu dors mal, tout semble plus difficile, que la moindre frustration devient un tsunami émotionnel, que la patience s'envole, la créativité s'évapore, et que la vie semble plus lourde qu'elle ne l'est vraiment? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Le cerveau a besoin de vraies pauses. Pas de distraction déguisée. Marc savait qu'il ne pouvait pas contrôler les événements du monde, mais il pouvait contrôler la manière dont il les recevait. Et c'est ce qu'il faisait chaque soir. Il filtrait, réfléchissait, respirait. Maintenant, imagine ceci. Tu rentres chez toi après une journée chaotique. Au lieu de courir vers le canapé avec ton téléphone à la main, tu ralentis. Tu retires tes chaussures calmement. Tu te prépares une boisson chaude, tu t'assois 5 minutes en silence, tu fais un bref exercice de respiration, tu mets une musique douce, tu écris 3 phrases sur la façon dont tu t'es senti aujourd'hui. Puis tu choisis d'aller te coucher, sans écran. Juste toi, ton oreiller et le son de ta respiration. Ça te semble impossible, mais aujourd'hui, l'impossible, c'est de continuer à vivre comme on vit. La santé mentale est devenue un luxe, alors qu'elle devrait être un minimum. Et cela nous pousse à faire un choix difficile. Soit on continue à anesthésier notre fatigue avec encore plus de stimulation, soit on apprend enfin à en prendre soin avec conscience. Tu te souviens de la dernière fois que tu as vraiment bien dormi? Que tu t'es réveillé avec la sensation d'avoir un peu guéri pendant la nuit? Ce n'est pas une utopie, c'est la conséquence d'un choix. Choisir une soirée avec moins de stimulation n'est pas un sacrifice. C'est un retour à ce que Marc Aurèle appelait l'endroit le plus libre d'interruption. Ton âme. Mais attention, se déconnecter, ce n'est pas fuir. Fuir, c'est éviter le problème. Se déconnecter, c'est créer de l'espace pour comprendre ce que le problème essaie de te dire. Et parfois, la seule chose que ton âme veut te dire, c'est « écoute-moi ». Vois-moi, permets-moi d'exister sans filtre, sans distraction, sans masque. Et c'est pour cela que la nuit compte tant, parce que c'est le seul moment où, loin des rôles que nous jouons le jour, nous pouvons enfin nous rappeler qui nous sommes vraiment. Tu sais ce moment où tu sens que tu es à bout,
que la moindre chose de plus pourrait te briser. Peut-être que tu n'as pas besoin de thérapie, ni de vacances, ni de médicaments. Peut-être que ce qui te manque, c'est juste une nuit en silence, avec toi-même. C'est quelque chose qu'aucune application ne pourra t'offrir, aucun fil d'actualité ne te proposera, aucun algorithme ne te recommandera. C'est un cadeau que toi seul peux te faire. Et peut-être est-ce là le plus grand enseignement de Marc Aurèle. La véritable force ne réside pas dans le fait de vaincre le monde. Elle réside dans la capacité de s'en éloigner pour ne pas se perdre soi-même. Tu veux mieux dormir ? Te réveiller plus centré, cesser de sentir que la vie te dévore morceau par morceau, alors commence le soir. Passe le monde en mode avion. Déconnecte-toi pour te souvenir. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que tu es prêt. Prêt à faire autrement. Prêt à échanger le bruit contre le silence. La distraction contre l'intention. La course contre la présence. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer. Ce soir, maintenant. Et si ce message t'a touché d'une quelconque manière, s'il a allumé une lumière dans ta fatigue, s'il t'a rappelé qu'il existe un espace silencieux en toi qui mérite d'être habité, alors aime cette vidéo, pas pour l'algorithme, mais pour la reconnaissance, pour la connexion. Abonne-toi à la chaîne pour poursuivre ce chemin. Ici, chaque vidéo est une invitation à penser plus profondément, ressentir plus sincèrement, vivre plus consciemment. Et surtout, à te rappeler que, même dans le chaos, il y aura toujours un refuge qui t'attend en toi. Parce que, comme le disait Marc, quand tu te retires en toi-même, tu te régénères. Et en revenant, tu es plus fort pour affronter ce que le monde te réserve. Imagine terminer ta journée non pas comme quelqu'un qui éteint une lumière, mais comme quelqu'un qui retourne dans un tribunal. Et dans ce tribunal, il n'y a ni public, ni juge, ni sentence visible. Il y a seulement toi et tes choix. C'est ainsi que Marc Aurèle finissait ses journées en révisant, en écrivant, en s'observant intérieurement avec une précision chirurgicale, sans complaisance, mais sans punition non plus. Car pour lui, s'endormir sans comprendre comment on a vécu, c'était fuir son propre esprit. Mais, et si tu faisais ça maintenant, et si tu t'arrêtais quelques minutes sans distraction et que tu revisualisais chaque partie de ta journée avec une honnêteté brutale, que découvrirais-tu ? Peut-être te rendrais-tu compte que tu as souri mécaniquement toute la journée, ou que, encore une fois, tu as repoussé cette conversation importante. Peut-être te souviendrais-tu que tu as passé 3 heures à essayer de plaire à quelqu'un qui s'en fiche et ignorer celui ou celle qui avait vraiment besoin de toi. Peut-être réaliserais-tu que ce que tu as le plus répété aujourd'hui n'était pas « merci » ou « je t'aime », mais « désolé, je suis pressé ». Et alors vient la vraie question, as-tu vraiment vécu ta journée ou l'as-tu simplement subi ? La pratique stoïcienne de la révision quotidienne n'est pas un exercice de spiritualité décorative. C'est une confrontation, un miroir sans maquillage, une autopsie émotionnelle du présent. Marc Aurèle écrivait ses pensées pour moi-même comme s'il s'adressait à quelqu'un qui avait besoin d'instructions claires pour devenir plus humain. Ce quelqu'un, c'était lui-même. Et il faisait cela chaque soir. Car il avait compris quelque chose que beaucoup d'entre nous ont oublié. On ne progresse pas dans le noir. La croissance personnelle demande de la lumière. Et cette lumière ne vient pas des autres. Elle vient du courage de s'observer avec sincérité. Mais comment faire cela dans un monde qui te conditionne à fuir de toi-même à chaque seconde ? Commence simplement. Avant de dormir, assieds-toi avec un stylo et du papier. Ou ferme simplement les yeux. Repars depuis ton réveil. Quelles ont été tes premières paroles ? Comment as-tu traité la première personne que tu as croisée ? À quel moment as-tu perdu patience ? Qu'as-tu tué par peur ? Qu'as-tu dit par impulsion ? Et voici la question qui dérange le plus. As-tu été aujourd'hui la personne que tu aimerais être ? La plupart des gens ne se posent jamais cette question. Et quand ils le font, ils évitent d'y répondre. Car affronter ses propres schémas, les bons comme les destructeurs, demande plus de courage que d'affronter le monde. Il est facile de donner son avis sur la politique, la société, la religion.
Ce qui est difficile, c'est d'admettre qu'on a été froid avec une caissière, dur avec quelqu'un qui voulait juste parler, qu'on a ignoré une intuition qui aurait pu changer le cours de la journée. La révision stoïcienne n'est pas une affaire de regret, c'est une affaire de lucidité. Et voici une rupture dans la narration. Pourquoi traites-tu tes erreurs comme des preuves d'échec au lieu de les voir comme des indices pour grandir? Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu as été, mais tu dois décider avec urgence de ce que tu ne veux plus être, et la nuit est le moment idéal pour cela. La nuit, quand la ville se tait, les rôles tombent. Tu n'es plus le professionnel, le partenaire, l'enfant ou l'ami. Tu es juste toi. Et c'est dans ce moment-là que la vérité se révèle. Et avec un peu de chance, se réécrit. Marc Aurèle ne cherchait pas la perfection, il cherchait la conscience. Il savait qu'il allait faire des erreurs, il savait qu'il allait être injuste, impulsif, égoïste. Mais il savait aussi qu'en révisant ses actions chaque soir, il se donnait une chance d'agir mieux le lendemain. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique de guerre intérieure. Imagine maintenant l'impact de cette habitude durant une semaine. 7 jours de révision sincère. Cette nuit où tu fais face à tes ombres sans détourner les yeux. Cette opportunité d'identifier des schémas qui te sabotent depuis des années. Tu découvrirais par exemple que chaque fois que tu te sens fragile, tu réagis avec arrogance, que la fatigue te rend impatient, que lorsque tu te sens invisible, tu t'effaces encore plus, qu'au fond, ce sont des douleurs anciennes qui guident tes choix récents. Et rien que cela, ce serait déjà transformateur, parce qu'on ne peut changer que ce qu'on ose regarder. Alors, réfléchis. Qu'est-ce que tu fais de manière automatique, sans même t'en rendre compte? Combien de tes actes sont dictés par des peurs que tu n'as jamais nommées? Combien de décisions ont dirigé ta journée sans que tu les aies choisies? Réviser ta journée n'est pas un luxe pour ceux qui ont le temps. C'est un rite de passage pour ceux qui veulent arrêter de tourner en rond. Et voici une question qui peut tout changer. Si tu répétais ta journée d'aujourd'hui pendant 1 an entier, qui deviendrais-tu? Si cette réponse t'effraie, tant mieux. Cela signifie qu'il y a encore quelque chose de vivant en toi, capable de réagir. Le stoïcisme ne te demande pas d'être un saint. Il te demande seulement d'arrêter d'être aveugle. Et un aveugle, ce n'est pas celui qui ne voit pas, c'est celui qui refuse de se regarder. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de plus de motivation, ni de nouvelles phrases inspirantes, ni de promesses au réveillon. Tu as besoin d'un miroir sincère et d'un rituel nocturne qui transforme ce miroir en action. Marc Aurèle faisait face à des pestes, à la famine, à des trahisons politiques, à des deuils familiaux. Et pourtant, chaque soir, il finissait sa journée avec un cahier ouvert, se posant 2 questions simples. Aujourd'hui, ai-je été guidé par la raison ou par l'émotion? Aujourd'hui, ai-je servi mon but ou me suis-je laissé distraire? Tu peux faire pareil, sans faux semblants, sans spiritualité de façade, juste avec un engagement radical envers la vérité. N'attends pas un effondrement pour revoir ta vie. N'attends pas la fin de l'année. N'attends pas une tragédie pour te demander si tu vis comme tu le voudrais. Attends la nuit, attends le silence. Et quand il viendra, assieds-toi avec toi-même, sans excuses, sans distraction, sans maquillage émotionnel. Revois ta journée, nomme ce qui a fait mal, reconnais ce qui a été bon, admets ce qui t'a échappé et prépare-toi, non pas à dormir, mais à t'éveiller. Car quand tu apprends à revoir ta journée, tu cesses d'en être prisonnier et tu commences à en devenir l'auteur. Et si je te disais qu'à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui sait exactement quoi faire et que tu l'ignores chaque jour? Non, ce n'est pas une belle métaphore. Ce n'est pas du développement personnel parfumé au marketing. C'est un fait que tu as déjà ressenti, mais que tu n'as peut-être jamais appris à nommer. Il y a une voix en toi, calme, précise, presque ancestrale. Elle ne crie pas, elle observe. Et dans les moments les plus importants de ta vie, elle s'est manifestée. À cet instant où quelque chose te disait de ne pas répondre avec colère, à cette sensation étrange que ce chemin sûr allait te trahir, à cette intuition que tu méritais plus.
même quand le monde affirmait le contraire. Mais l'as-tu écouté? Ou as-tu fait comme la plupart? As-tu réduit au silence le sage pour faire plaisir à la peur? Marc Aurèle appelait cette voix ton sage, ton savant intérieur. Lui-même en avait un, Zénon, le fondateur du stoïcisme. Et chaque soir, avant de dormir, il pratiquait un exercice silencieux mais puissant. Comparer ses actions à celles que son sage aurait prises. Un dialogue imaginaire, mais transformateur. Et toi, as-tu un modèle? Quelqu'un ou quelque chose qui incarne ta version la plus lucide, éthique, consciente? Ou prends-tu tes décisions dans le noir, guidé par l'impulsion et les regrets? Vois-tu, le problème n'est pas de se tromper. Le problème, c'est de se tromper, sans même savoir vers quoi tu essayais d'aller. C'est pourquoi les stoïciens ne proposaient pas la perfection, mais une référence. Et qu'est-ce qu'une référence? C'est un phare, quelque chose qui ne marche pas avec toi, mais qui éclaire là où tu poses les pieds. C'est pour cela que Marc ne demandait pas « qu'est-ce que je veux ?» Il demandait « que ferait mon sage ?» Pause. Réfléchis calmement. Si tu t'étais posé cette question au cours des 24 dernières heures, quelle décision aurait été différente? Peut-être que tu n'aurais pas participé à cette dispute inutile. Peut-être que tu aurais dit non avec plus de fermeté, ou oui avec plus de courage. Peut-être que tu aurais écouté davantage, posté moins, jugé moins. Peut-être que tu aurais éteint ton téléphone pour regarder dans les yeux de ceux qui t'aiment. Peut-être que tu aurais présenté tes excuses, ou que tu ne te serais pas tu face à ce qui comptait. Tout cela grâce à un simple changement de prisme. Agir comme ton toi le plus noble, et non comme le toi qui réagit par habitude. Mais qui est ce sage? Et voici le premier conflit. La majorité d'entre nous ne s'est jamais arrêté pour le définir, jamais construit mentalement un modèle, un archétype, une référence morale claire. Alors nous vivons à la dérive, réactifs face au monde, au lieu de lui répondre avec intention. Peut-être que ton sage est une figure réelle, un grand-père qui t'inspirait, une mentor qui t'a guidé, un personnage historique, un professeur, une idée de quelqu'un que tu n'as jamais connu, mais que tu as toujours respecté. Ou peut-être est-ce plus abstrait, un ensemble de vertus, un toi idéal qui n'est pas encore né, mais qui t'observe de l'intérieur. L'important, c'est qu'il existe, même s'il est invisible. Car quand tu construis cette figure, ta relation à l'erreur change. L'erreur cesse d'être un désastre. Elle devient un simple écart par rapport à ton axe. Et cela te donne du pouvoir. Imagine maintenant, tu es sur le point de répondre à un message agressif, avec plus d'agressivité encore. Mais quelque chose en toi s'arrête, une fraction de seconde, et une question surgit. Mon sage ferait-il cela? Et alors, tu choisis différemment. C'est le début de la liberté. Pas la liberté de faire tout ce que tu veux, mais la liberté de ne pas être esclave de tes réactions. Marc Aurèle entraînait ce dialogue avec son sage chaque soir. Il revoyait sa journée, identifiait où il s'était éloigné de son éthique et planifiait comment s'aligner à nouveau le lendemain. Ce n'était pas un rituel de culpabilité, c'était un exercice d'alignement. Et peut-être est-ce là le mot-clé de tout ça, alignement. As-tu déjà ressenti ce sentiment de perte intérieure parce que tu vis désaligné entre ce que tu crois et ce que tu fais, entre ce que tu dis et ce que tu exécutes, entre ce que tu valorises et ce que tu tolères? Ce désalignement génère une friction interne, un bruit, une fatigue, un doute et pire encore, une déconnexion de toi-même. Mais et si tu pouvais restaurer cette connexion chaque soir? Et si tu utilisais cette figure du sage comme un miroir, non pas pour te punir, mais pour te réajuster? Imagine l'impact de cet exercice pendant 7 jours. Cette nuit où tu te poses ces questions. Qu'ai-je fait aujourd'hui dont je serais fier si mon sage l'entendait raconter? Qu'aurais-je fait différemment si j'avais agi avec plus de conscience? Qu'est-ce qui, en moi, est encore une peur déguisée en décision? Cela te semble anodin? Ce ne l'est pas. Ces questions peuvent changer la direction de ta vie, parce qu'elles te rendent le pouvoir de choisir. Et c'est cela que Marc nous enseigne.
La vertu est un acte conscient, pas un hasard. Mais attention, il y a un ennemi silencieux dans ce processus. Ton critique intérieur, cette voix qui dit « tu n'y arriveras jamais ». C'est ridicule. Tu gâches toujours tout. Cette voix n'est pas le sage, c'est le geôlier. Et le sage ne t'attaque pas. Il t'observe avec compassion. Il te guide avec fermeté. Il ne t'humilie pas. Il te met au défi. C'est ici que beaucoup échouent. Ils confondent connaissance de soi avec autoflagellation. Mais personne ne grandit sous la violence. On grandit avec lucidité et discipline émotionnelle. Ton sage ne veut pas que tu sois parfait. Il veut que tu sois cohérent avec tes principes, avec ce que tu disais être important, avec ce que tu veux devenir. Et si tu fais une erreur, c'est OK. La question suivante est « Comment puis-je réparer ?» Tu vois, le sage ne parle jamais du passé pour t'emprisonner. Il parle du présent pour te rappeler que l'avenir est encore modifiable. Et voici le véritable pouvoir de tout cela. Chaque soir, en invoquant ton sage intérieur, tu plantes un nouveau comportement. Tu interromps un cycle inconscient. Tu sors du pilote automatique. Tu cesses d'être victime de ta vie et tu deviens son auteur. Mais peut-être que la vraie question maintenant est « Pourquoi n'as-tu pas encore commencé ? Qu'attends-tu pour faire taire le bruit extérieur et écouter la seule voix qui sait vraiment ce qui compte ?» Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout changer, ni de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as juste besoin de t'asseoir le soir, de fermer les yeux et de demander « Sage, qu'est-ce que je ne vois pas encore ?» Et puis, écoute, sans hâte, sans jugement, sans masque. Le silence va te rendre quelque chose. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, tu comprendras, tu n'étais pas perdu. Tu avais juste cessé de consulter celui qui connaît vraiment le chemin. 1. Imagine un instant que tu puisses sortir de ton corps maintenant, t'élever lentement, traverser le plafond de ta maison, flotter au-dessus de la ville, prendre de l'altitude au-dessus du pays, jusqu'à ce que tout ce que tu appelles un problème ne soit plus qu'un point invisible dans l'immensité de la planète. C'est une image puissante, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une fantaisie, c'est une pratique, une stratégie de lucidité. Et Marc Aurèle l'utilisait presque chaque nuit. 2. On appelle ça la vue d'en haut, the view from above, un exercice philosophique et mental que les stoïciens utilisaient pour retrouver la clarté au milieu du chaos. Car, comme tu l'as sûrement déjà remarqué, les problèmes ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, ils sont ce que tu ressens quand tu les regardes de trop près. As-tu déjà remarqué comme une conversation non résolue peut sembler un tremblement de terre au moment même et devenir, avec le temps, un simple détail d'un jour oublié? La vie est pleine de ces distorsions. Et la vue d'en haut est l'antidote. 3. Marc Aurèle écrivait « Think of substance in its entirety, and how very small is your part in them. » Pense à la substance dans son ensemble et à quel point ta part y est minuscule. Cette phrase, sortie de son contexte, peut paraître humiliante, mais en réalité, elle est libératrice. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu comprends à quel point tu es petit face à l'univers, et que pourtant, tu es doté de conscience, de voix, de choix, tu ne te sens pas diminué, tu te sens éveillé. 4. Voilà le paradoxe. Tu es petit, mais tu es capable de grandeur. Et la seule chose qui t'en empêche, c'est la confusion entre ce qui est important et ce qui crie le plus fort. La pratique de la vue d'en haut, ce n'est pas fuir la réalité, c'est la regarder depuis un point plus élevé. Et cette élévation n'est pas physique, elle est mentale, existentielle, spirituelle, si tu veux l'appeler ainsi. 5. Faisons-le ensemble. Ferme les yeux un instant si tu peux. Imagine que tu te regardes de l'extérieur, observe ta posture, la tension dans tes épaules, le poids de la journée imprimé sur ton visage. Monte un peu, regarde ta chambre, ton foyer, tes plantes, ton lit, tes photos au mur. Monte encore, vois ta rue, les voisins que tu connais à peine, les voitures qui passent, les fenêtres allumées. Monte encore, vois ta ville, des milliers de personnes dans leur routine, des amours, des disputes, des rêves, des peurs, des gens qui pleurent, d'autres qui rient,
D'autres encore qui, comme toi, cherchent un sens. 6. Va plus loin. Vois le pays, les différences culturelles, les conflits politiques, les inégalités, les beautés, l'histoire, le passé, l'avenir. Continue, monte jusqu'à voir la planète, un point bleu, tournant dans le silence de l'espace. Et alors, demande-toi, dans tout cela, qu'est-ce que tu prends trop au sérieux et que tu devrais peut-être déjà avoir laissé partir? Voilà la magie de la vue d'en haut. Elle désintoxique, elle remet en ordre, elle retire le drame de ce qui ne mérite pas autant de scènes. 7. Mais attention, ce n'est pas une pratique pour fuir ses responsabilités. C'est une pratique pour recadrer la perspective. Et parfois, un simple changement de perspective peut changer toute une vie. Tu connais l'histoire de James Stockdale. Il était pilote dans la marine américaine et a été capturé pendant la guerre du Vietnam. Il a passé plus de 7 ans en captivité, torturé, isolé, et il a survécu, non seulement physiquement, mais mentalement. Lorsqu'on lui a demandé comment, il a répondu « Je n'ai jamais perdu foi dans la fin de l'histoire. » 8. Et tu sais comment il gardait cette foi? En utilisant une variante de la vue d'en haut. Chaque jour, même dans sa cellule, James visualisait sa vie comme une ligne continue. Il ne regardait pas seulement la souffrance du présent. Il voyait toute sa trajectoire, et il croyait que ce qui semblait insupportable n'était qu'un chapitre, pas le livre entier. Maintenant réfléchis, fais-tu cela avec ta propre vie? Ou es-tu accroché à un paragraphe douloureux comme s'il définissait qui tu es? 9. C'est pour cela que la vue d'en haut est un des outils les plus puissants du stoïcisme, et pourtant si sous-estimé, parce qu'elle demande une chose que nous avons désapprise, la pause. Voici une statistique qui pourrait te surprendre. Selon une étude de Microsoft, la capacité moyenne d'attention humaine est passée de 12 à 8 secondes, moins que celle d'un poisson rouge. Oui, un poisson rouge se concentre mieux que toi. 10. Pourquoi? Parce qu'on vit collé à la surface. On suit chaque notification comme si c'était la fin du monde. Mais on oublie de s'arrêter et de regarder d'en haut, de se demander « Cette info change-t-elle vraiment ma vie? Ce jugement d'une personne qui ne me connaît même pas a-t-il vraiment autant de pouvoir sur moi? » Non, mais on lui donne ce pouvoir, sans s'en rendre compte. Et la seule façon de le reprendre, c'est de monter, sortir du zoom avant et activer le zoom arrière. 11. Tu veux un exemple plus proche? Souviens-toi de la dernière fois où tu as eu honte. Tu croyais avoir fait un fiasco, que tout le monde te jugeait, que ton image était gâchée. Maintenant, essaie de te souvenir d'une erreur que quelqu'un d'autre a faite le même mois. Tu t'en souviens? Voilà, tu vois, les gens ne se souviennent pas autant que tu l'imagines. Le monde ne tourne pas autour de ta honte. Et ce n'est pas une attaque contre ton importance, c'est une invitation à la liberté. 12. Quand tu assumes la vue d'en haut, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'être le centre du monde, et ça te libère. La pression d'être toujours parfait disparaît. L'anxiété de tout devoir contrôler se dissout. L'obsession de reconnaissance paraît enfantine. Et que reste-t-il? De l'espace pour être, observer, réévaluer, choisir avec plus d'intention. 13. Et ne te trompe pas, cela demande de la pratique. Tu penses peut-être, mais je n'arrive pas à me détacher aussi facilement. Personne n'y arrive au début, mais tu n'as pas besoin d'être doué. Tu dois être honnête. Et l'honnêteté ici, c'est de dire « j'ai besoin de voir ma vie sous un autre angle ». Parce que comme ça, je ne vois que du chaos. 14. La vue d'en haut est l'opposé du désespoir. C'est l'endroit où tu peux respirer au milieu de la tempête. Pas pour la nier, mais pour voir qu'elle passera, comme toutes les autres sont passées. Tu veux un autre exemple? Les astronautes qui voient la Terre de l'espace rapportent une expérience bouleversante, l'Overview Effect. Ils regardent la planète d'en haut et ressentent quelque chose d'indescriptible, un mélange de fragilité, d'unité et de révérence. Et après cela, disent-ils, ils ne peuvent plus jamais voir la vie comme avant. 15. Maintenant, dis-moi, faut-il aller dans l'espace pour ressentir cela? Ou est-il temps de t'arrêter 5 minutes aujourd'hui et de monter mentalement? Regarder tes problèmes d'en haut,
Regardez ta peur avec de la distance. Regardez tes rêves avec perspective. Regardez ta vie comme partie d'un tout. 16. Ça n'effacera pas la douleur, mais ça lui donnera du contexte. Et une douleur avec contexte devient un apprentissage, une direction, une sagesse. 17. Résumé. Tu es plus attaché à ton problème qu'à ton potentiel. Tu donnes trop de poids à des choses qui, vues d'en haut, ne sont que poussière. Et tu oublies que si tout semble sombre, tu dois peut-être juste monter pour voir la lumière à nouveau. Et maintenant, la question est simple. Peux-tu monter? La prochaine fois que tu sentiras que tu touches le fond, essaie. Ferme les yeux. Monte. Regarde avec compassion. Vois l'ensemble. Vois le temps. Vois que tu as déjà traversé d'autres nuits et que tu t'es relevé. Tu te relèveras encore. Et si ce soir, sans que tu le saches, c'était la dernière fois que tu voyais une personne que tu aimes, que ferais-tu différemment? Ne fuis pas cette question. Ne cherche pas à l'adoucir avec un optimisme vide. Regarde-la en face, comme Marc Aurèle regardait dans les yeux de ses enfants avant de les coucher, avec révérence, vulnérabilité et une lucidité brutale. Car c'est exactement ce qu'il faisait. Il les embrassait, les bordait, les regardait respirer, et se murmurait à lui-même « Ne te hâte pas, cela pourrait être la dernière fois. » Pas par pessimisme, mais par clarté. Parce que Marc savait ce que nous, dans notre époque pressée, cherchons à oublier. Rien n'est garanti. Ni la prochaine rencontre, ni la prochaine étreinte, ni le prochain lever de soleil. Et avant que tu ne trouves cela morbide, respire profondément. Il ne s'agit pas de mort, il s'agit d'urgence de vivre. Nous vivons comme si l'amour pouvait attendre, comme si la routine était un ennemi inévitable, comme si les autres étaient toujours là, prêts pour quand on aura le temps. Mais la vérité, c'est que la vie ne prévient pas avant de partir. Et personne ne nous doit une seconde chance. Marc Aurèle était empereur. Il commandait des armées, gérait des crises politiques, affrontait des épidémies. Et malgré tout, il n'a jamais cessé d'être père. Il ne se cachait pas derrière le pouvoir pour fuir l'intimité. Il s'agenouillait littéralement devant ses enfants endormis, comme s'il savait que ce moment valait plus que tous les décrets impériaux. Et toi, combien de fois es-tu passé devant un proche sans le regarder dans les yeux? Combien de fois as-tu répondu MMH sans vraiment écouter? Combien de fois as-tu promis que tu appellerais plus tard, que tu expliquerais plus tard, que tu t'excuserais plus tard? Mais et si ce plus tard ne venait jamais? Il existe une étude célèbre réalisée par l'infirmière australienne Bronnie Ware qui a accompagné des patients en fin de vie pendant des années. Elle a entendu des dizaines de témoignages dans leurs dernières semaines. La phrase la plus fréquente: j'aurais aimé passer plus de temps avec ma famille. Pas j'aurais dû travailler davantage. Pas j'aurais dû gagner plus d'argent. Mais du temps, de la présence, de l'affection, de la connexion. Et pourquoi, même en sachant cela, continuons-nous à répéter les mêmes erreurs? Parce qu'on s'est convaincu que l'amour est quelque chose de fixe, qu'il peut rester sur une étagère, même recouvert de poussière, mais l'amour est comme un feu. Sans combustible, il s'éteint. Et une fois éteint, aucun discours ne peut le rallumer. Marc Aurèle écrivait ses réflexions le soir, après avoir vécu l'amour en acte. Il n'était pas qu'un penseur de l'affection, il l'incarnait. Il disait « je t'aime » avec des gestes simples, s'asseoir pour écouter, attendre avec patience, dire « bonne nuit » comme on récite un poème. Et voici un micro-conflit. Peut-être penses-tu aimer ta famille, mais est-ce qu'elle se sent aimée? Ce n'est pas une question confortable, mais elle est nécessaire, parce qu'un amour non ressenti devient un bruit de fond, et petit à petit, ce qui était tendresse devient reproche, le soin devient devoir, la cohabitation devient lourdeur, et tout cela pourrait être évité avec de la présence. Mais qu'est-ce que la présence? La présence, c'est quand tu regardes quelqu'un comme s'il était la chose la plus importante de cet instant. C'est quand tu poses ton téléphone. C'est quand tu arrêtes le pilote automatique. C'est quand tu demandes « Comment s'est passée ta journée ?» et que tu attends vraiment la réponse.
Savais-tu que l'adulte moyen passe 37 minutes par jour en interaction significative avec sa famille et que 7 familles sur 10 dînent en silence devant la télévision ou les yeux sur un écran? Imagine maintenant, tu passes 10 heures par jour entouré de bruit, d'écran, d'urgence, de sollicitations, et quand tu arrives enfin chez toi, ce lieu qui devrait être guérison, tu ne fais que reproduire le même cycle de distraction. C'est pour cela que Marc Aurèle choisissait de s'arrêter, de revenir à l'essentiel, pas parce que c'était facile, mais parce que c'était vital. Il comprenait que l'Empire pouvait attendre, mais pas l'enfance d'un enfant, que le Sénat pouvait reporter un vote, mais qu'une étreinte reportée pouvait devenir une blessure. Peut-être qu'en lisant ceci, tu ressens une boule dans la gorge, un poids, un souvenir de quelqu'un que tu aurais dû appeler, un dîner que tu aurais pu savourer davantage, un mot que tu n'as pas dit. Ne te blâme pas, mais ne recommence pas non plus. La vie n'exige pas de grands gestes, elle réclame des accords quotidiens de présence. Tu te souviens de cette fois où tu as ri avec ta famille pour une chose absurde. Ce moment où tu as pensé « cet instant est précieux ». C'est cela que Marc cultivait, pas pour Instagram, pas pour paraître vertueux, mais parce qu'il savait que ces instants sont le véritable sens de l'existence. Dis-moi maintenant, combien de fois as-tu souhaité avoir plus de temps avec quelqu'un qui est parti? Combien de fois as-tu relu d'anciens messages, réécouté des audios oubliés, regardé des photos qui semblaient banales à l'époque? Combien de fois as-tu désiré juste une minute de plus? Si tu as encore 7 minutes avec quelqu'un, ne la gaspille pas. On grandit en croyant que l'amour sera toujours là, mais ce n'est pas le cas. L'amour a besoin d'être rappelé, nourri, cultivé. Et Marc Aurèle l'avait bien compris. Il pratiquait un exercice stoïcien appelé Memento Mori, se souvenir de la mort, pas pour avoir peur, mais pour vivre avec plus de courage. En se rappelant que tout est passager, il devenait plus attentif, plus présent, plus reconnaissant. Et si toi aussi tu le faisais aujourd'hui, si tu regardais ta mère, ton père, ton compagnon, tes enfants, tes frères, tes amis, et que tu te disais « demain pourrait ne pas exister », que ferais-tu différemment? Tu dirais ce que tu ressens? Tu t'arrêterais pour écouter vraiment? Tu demanderais pardon? Tu pardonnerais? Tu étreindrais plus fort? Peut-être que c'est ça qu'il te manque. Pas une thérapie, pas un livre, pas une citation, mais le courage d'aimer sans attendre. Parce que le temps, mon ami, ne pardonne pas l'hésitation. Tu veux vraiment vivre une vie stoïcienne? Commence chez toi, dans ta façon d'écouter, ta façon de toucher, ta façon de dire « bonne nuit ». Marc Aurèle a conquis des empires, mais ce qui faisait de lui un sage, c'est qu'il savait que devant le lit d'un enfant endormi, tout le reste perdait son éclat. Et toi, qu'est-ce que tu risques de perdre en attendant toujours le bon moment? Il existe 2 types de matins, ceux où l'on se lève et ceux où l'on s'éveille. Un seul d'entre eux peut transformer ta vie. Lequel est le tien? As-tu déjà remarqué que la plupart des gens commencent la journée comme s'ils fuyaient quelque chose? Le réveil sonne. Et la première réaction, c'est le rejet. Le corps se lève, mais l'âme reste encore couchée. La pensée va directement vers la liste des tâches, les obligations, les emails. Le téléphone est attrapé avant même que l'oreiller ait refroidi. Et ainsi, sans même s'en rendre compte, on ne se réveille pas. On se reconnecte à la machine. C'est comme si le sommeil ne s'était jamais arrêté. Il a juste changé de forme. Il a quitté l'oreiller pour entrer dans le pilote automatique. Mais Marc Aurèle faisait autrement. Lui aussi se réveillait avec résistance, comme nous tous. Mais avant de céder à la précipitation, il se rappelait « As-tu été fait pour le lit ou pour le monde ?» Cette question est à la fois une gifle et une étreinte. Elle ne te blâme pas, mais elle t'appelle. Parce que pour Marc, chaque matin était une occasion de recommencer et de faire mieux. Non pas en perfectionniste, mais en homme qui savait que l'existence est un privilège qui ne se répète pas. Et c'est là que commence la véritable révolution personnelle, dans ce moment entre l'ouverture des yeux et la première décision. C'est dans cet espace que le chaos moderne peut s'infiltrer, ou que la conscience peut renaître.
Et que fais-tu de ce moment? Peut-être que tu te lèves déjà en retard. Peut-être que ta journée commence dans la réaction, dans la course, sautant d'un engagement à l'autre. Peut-être que tu ne te souviens même pas de comment ta journée a commencé hier. Et ce n'est pas grave. La plupart des gens vivent ainsi. Mais est-ce que ça doit rester comme ça? Fais une pause ici. Retourne dans ta mémoire. Essaie de te souvenir d'un seul jour où tu t'es réveillé en paix. Sans téléphone, sans urgence. Peut-être que c'était pendant un voyage ou un simple dimanche. Tu te souviens de la sensation, la légèreté dans la poitrine, le temps qui semblait respirer avec toi, l'absence de poids dans le corps, comme si ton âme et ton corps étaient parfaitement alignés. Maintenant demande-toi, pourquoi cela a-t-il été l'exception et non la règle? La réponse est dans l'intention, dans l'absence de bruit, dans ta présence à toi-même. Marc Aurèle savait qu'il ne pouvait pas contrôler les événements de la journée, mais il pouvait contrôler comment il s'y préparait. Et il le faisait comme un guerrier aiguise son épée, chaque jour avant la bataille. Mais notre bataille aujourd'hui est différente. Elle n'est pas contre des armées, elle est contre la distraction, contre la précipitation, contre la superficialité qui vole la profondeur de la vie. Et si tu veux la remporter, tu dois te réveiller autrement. Voici une surprise. La plupart des décisions que tu prends dans la journée ne sont pas de vraies décisions. Ce sont des répétitions inconscientes des schémas de ton matin. Ton cerveau au réveil est dans un état de neuroplasticité élevé. Autrement dit, c'est le moment où il est le plus réceptif aux stimuli et à la formation de nouveaux comportements. Et que mets-tu dans ce moment? Des nouvelles anxiogènes, des messages urgents, des comparaisons sur les réseaux sociaux ou bien du silence, de la respiration, des questions fondamentales. Peut-être que c'est pour ça que tes journées ont le même goût, la même précipitation, la même fatigue qui ne passe pas, parce que tu te réveilles comme quelqu'un qui a déjà perdu. Alors que Marc se réveillait comme quelqu'un qui commençait à peine. Il écrivait, méditait, réfléchissait, pas par vanité, par nécessité. Au réveil, souviens-toi, tu as un devoir en tant qu'être humain. Et quel est ce devoir? Il est simple et immense. Vivre de manière à ce que le monde ne te durcisse pas. Agir de manière à ce que la fatigue n'éteigne pas ta gentillesse. Penser de manière à ce que la hâte n'efface pas ton but. Cela demande de l'entraînement, mais pas de perfection. Tu peux commencer par 5 minutes. 5 minutes avant la tempête de la journée. 5 minutes juste à toi. Pour te rappeler qui tu es, pourquoi tu es ici et ce qui compte vraiment. 5 minutes pour consulter le sage qui vit en toi. Le même sage que, tout au long de cette série, tu as retrouvé entre les lignes. Cette partie silencieuse de toi, qui ne crie pas, mais qui guide. Et voici une vérité que peu acceptent. Si tu ne décides pas comment tu veux vivre ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La publicité le fera. L'entreprise le fera. L'algorithme le fera. Et quand tu t'en rendras compte, ta vie ne t'appartiendra plus. C'est pourquoi tu dois te préparer avant d'entrer dans le monde. Comme Marc, comme tant de sages qui nous ont laissé des cartes que nous ignorons souvent, trop occupés à courir. Tu n'as pas besoin de suivre un manuel, tu as seulement besoin de créer un espace. Cet espace peut être un carnet, une bougie allumée, une phrase sur le miroir, un extrait des pensées pour moi-même, une respiration plus lente. Parce que s'éveiller est un choix, et ce choix est invisible aux yeux du monde, mais révolutionnaire en toi. Tu veux une preuve? Commence demain matin. Réveille-toi 20 minutes plus tôt. Reste en silence. Écris 2 phrases sur ce que tu veux cultiver. Respire profondément avant de sortir du lit. Regarde le ciel, même si c'est par la fenêtre. Et seulement ensuite, commence ta journée. À la fin de la semaine, tu seras une autre personne. Pas parce que tout aura changé, mais parce que tu auras changé ta façon de voir tout. Et ça, c'est du pouvoir. Le genre de pouvoir que Marc Aurèle comprenait. Pas celui de dominer les autres, mais celui de ne pas se perdre soi-même. Et maintenant que nous arrivons à la fin de ce voyage, laisse-moi te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu peux oublier cette vidéo demain. Tu peux te perdre à nouveau. Tu peux retomber dans les vieilles habitudes.
Mais si en toi il reste une seule graine, une phrase, une sensation, une nouvelle envie, alors cela en valait déjà la peine, parce que tout ce qui est vivant commence petit, et tout ce qui est grand commence à l'intérieur. Si cela t'a touché, aime cette vidéo maintenant, pas par routine, mais comme un engagement silencieux envers toi-même. Abonne-toi à cette chaîne, parce que cet espace est ta forteresse au milieu du bruit. Ici, tu trouveras toujours des mots qui te ramènent à toi. Et maintenant, le cœur ouvert, je te demande, commente. Partage une phrase, raconte comment s'est passée ta nuit. Dis comment tu comptes te réveiller demain. Cela peut sembler petit, mais c'est ainsi que l'on recommence à se reconstruire, un geste à la fois. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Cette série était plus qu'un contenu. C'était un rappel que tu es plus grand que la hâte, plus profond que les bruits, et plus sage que ce que l'on t'a laissé croire. Dans la prochaine série, nous ferons un pas encore plus audacieux. Comment rester solide, même quand tout s'effondre. Mais en attendant, dors avec légèreté, réveille-toi avec lucidité, et vis comme quelqu'un qui s'est enfin éveillé. Ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais de ne jamais avoir réellement vécu. Marc Aurèle.